Enfin, j'aimerais juste revenir sur l'intitulé de ce podcast, qui est quand même marre de la bienveillance. Pourquoi faudrait-il en avoir marre de la bienveillance? C'est quand même, c'est vrai que c'est ce nouveau mot à la mode, mais on voit que ça a eu un impact sur les personnes. Et que ça a toujours un impact d'ailleurs. C'est vrai que, bon, j'ai volontairement choisi cette thématique un peu provocatrice, marre de la bienveillance, parce que, tu l'as remarqué, la bienveillance, en fait, ça devient une injonction. C'est-à-dire il faut être bienveillant partout, dans la famille, avec ses enfants, avec les amis, dans le management, avec les collègues, dans la rue, partout, il faut être bienveillant. Et en même temps, comme je te le disais tout à l'heure, j'interviens beaucoup dans les entreprises, et j'entends qu'il y a de l'insatisfaction qui se manifeste par rapport à cette bienveillance. Alors je l'entends parce que en fait, les personnes sont de plus en plus critiques vis-à-vis de cette attitude. Parce qu'elles disent qu'en fait, elles se sentent infantilisées. Tu vois, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, parce que comment il peut y avoir d'un côté un sentiment de bienveillance, c'est-à-dire de bien faire, et puis de l'autre, des personnes qui disent, quand l'autre a le sentiment de bien faire, moi en fait, je me sens infantilisée. Ça vaut le coup de regarder de plus près en fait ce que c'est que la bienveillance. C'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, comme une posture, comme une attitude que moi je n'ai jamais dans l'exercice de ma profession en tant que médiateur, mais on peut le regarder un peu plus précisément. Alors, je vais laisser de côté l'étymologie parce qu'il suffit de se rapprocher d'un beau dictionnaire ou d'un moteur de recherche et on va voir l'étymologie. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que les linguistes ne sont pas tous d'accord sur l'étymologie de ce terme. C'est-à-dire que certains linguistes vont faire référence au bénévolat, alors que, tu vois, tu as d'autres linguistes qui, eux, étudient le mot tel qu'il est formé. Bienveillance. C'est l'idée de veiller bien sur l'autre ou de veiller au bien de l'autre. Alors jusqu'ici, je vois pas trop ce qui est problématique. Tu patientes un peu et puis tu viens avec moi. On va regarder en fait. Parce qu'effectivement, il y a d'abord ce verbe, tu vois, verbe du premier groupe, veiller. Qu'est-ce que l'on veille ? C'est une bonne question à se poser. Quand est-on dans une attitude de veille, de veillance ? Tu vois, si par exemple je suis malade, j'ose espérer que tu vas être à mon chevet. Tu vas veiller. Tu vois, il va y avoir une attitude particulière. Si par exemple tu es à côté d'un enfant qui utilise un appareil électrique pour la première fois, tu vas faire attention. Tu vas surveiller pour voir si tout se passe bien. Tu vois, il y a déjà quelque chose en plus, un niveau en plus par rapport à ce statut de veille. Toi, tu dis, je vais le surveiller parce que tu vas être attentif à sa sécurité. Si, t'es pas forcément encore dans le monde du travail, mais pour les personnes qui nous écoutent, si un collègue te demande ton aide pour accomplir une tâche qu'il n'a pas l'habitude d'accomplir, tu vas veiller à ce que tout se déroule sans encombre. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu veilles, tu es dans une attitude en hauteur, tu vois, dans une attitude d'autorité. Et ça va être composé d'attention, de vigilance, de protection, d'assistance, d'observation, d'accompagnement. Tu vois, il va y avoir toutes ces choses-là qui vont accompagner ton attitude de veille. Alors, là, on voit ce que c'est que la veille. Maintenant, comment on va veiller ? Eh bien, on va veiller bien, puisqu'il s'agit de bienveillance. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que tu vas veiller avec ton référentiel du bien. Et ce bien-là, ce bien de bienveillance, va faire référence, en fait, à des valeurs morales qui nous ont été inculquées dès l'enfance, par les parents, par les enseignants, par la famille, la religion, la société, bref, tout ton environnement, en fait. C'est de là que tu vas retirer ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc jusqu'ici, on part tous d'une même base, qu'on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Exactement, voilà. Mais note bien que c'est pour nous. Et que le problème qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est que le problème, c'est quand tu veux l'imposer aux autres. Parce que ton référentiel du bien serait universel. Or, pour fréquenter des humains régulièrement, tu as bien dû remarquer que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Pour singer une publicité qui avait lieu il y a quelque temps. Par exemple, tu vois, et ça, tu vas le retrouver dans plusieurs éléments. Par exemple, tout le monde va parler de la nécessité du respect.
Alors ça, en médiation, on en entend beaucoup parler. Un des éléments qui va être mis en avant, c'est il faut qu'il y ait du respect. Oui, mais le respect, on n'en a pas tous la même définition. On n'a pas tous la même représentation du respect. Donc tu vois, il va falloir discuter avec la personne pour savoir ce que ça veut dire pour elle que de se sentir respectée. Donc tu vois, déjà ce qu'on peut retenir, c'est que chacun est différent. Parce que l'éducation, parce que l'expérience, parce que les connaissances, parce que les croyances sont différentes. Donc c'est déjà là une idée qui se pose et qui est forte en ingénierie relationnelle, c'est l'idée de l'altérité. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, on a pu en discuter précédemment, c'est en fait la reconnaissance de l'autre en tant que c'est une personne qui est différente de moi-même. C'est ça, l'autre est autre. Et donc il est différent de moi, ça veut dire qu'il a ses propres valeurs, ses propres référentiels. C'est pour ça aussi qu'il a des points de vue qui sont différents du mien, qu'il va mettre en place des actions que moi peut-être je ne mettrai pas en place, etc. C'est ce qui fait son individualité. Il est différent. Donc on peut poser l'idée de l'altérité. Et donc cette différence entre les individus étant posée, on peut reprendre l'idée de la bienveillance. C'est donc avoir une posture d'autorité vis-à-vis de l'autre et intervenir auprès de lui lorsqu'on pense qu'il en a besoin, avec notre propre référentiel du bien, avec nos valeurs morales. Et là, tu vois, dans cette posture de bienveillance, ça veut dire que finalement, je ne vais pas avoir besoin de communiquer avec lui pour savoir ce dont il a besoin. Et tu vois déjà où ça peut poser un problème. Oui, c'est que je sais déjà ce qui est bon pour lui sans même avoir à le consulter. Voilà, exactement. Et là, on a un adage que beaucoup de personnes utilisent en étant sûres d'obtenir le contraire de ce qu'elles sont en train de dire. C'est-à-dire, tu vois, il y a cet adage qui dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Avec son pendant positif, je fais aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ça, je l'ai entendu. Donc c'est un adage qui est complètement dans la bienveillance. Ça veut dire que finalement, je n'ai pas besoin de communiquer avec l'autre, puisqu'il suffit que je me demande à moi ce que moi, j'aimerais qu'on me fasse, ou que je n'aimerais pas qu'on me fasse, et que je l'applique à l'autre. Donc, je vais faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse. Mais, t'imagines bien qu'il y a un mais là. Combien de fois, toi-même, tu as pu faire des choses pour les autres, et eux, ils te disent, je t'avais rien demandé. Oui, mais à ce moment-là, comment faire quand tu dois à chaque fois demander l'avis de l'autre? Enfin, on perd toute la spontanéité des relations. Tu crois? Oui, c'est amusant comme tu fais ce retour. Parce que effectivement, dans le retour de quelqu'un qui dit « mais moi, je t'avais rien demandé », il y a là un élément précieux, en fait, qui nous indique que finalement, nous nous sommes trompés dans l'aide que nous avons voulu lui apporter. C'est-à-dire, il est en train de dire, quand il te dit « je ne t'avais rien demandé », que ce n'était pas l'aide qu'il attendait. Si toutefois il attendait une aide, parce que peut-être qu'il attendait rien du tout. Alors, ça voudrait dire donc que être dans la bienveillance, que bienveiller, c'est déterminer pour les autres ce qui est bien pour eux. Et tu vois qu'à ce moment-là, il y a une confusion identitaire qui se met en place. Tu vois, c'est exactement comme l'histoire des cadeaux. Quelqu'un te fait un cadeau et tu constates que le cadeau, non, en fait, il tombe à côté. Tu sais, il y a des plateformes d'ailleurs qui se sont mises en place et qui fonctionnent vachement bien sur l'idée de revendre ou de donner, plutôt de revendre les cadeaux qu'on a reçus. Ça marche tellement bien que finalement, ça nous donne bien une indication sur le fait que les personnes qui ont passé du temps peut-être pour choisir, elles ont choisi pour se faire plaisir. Tu vois ? Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette bienveillance? Est-ce qu'elle est à mettre à la poubelle? Est-ce qu'elle est utilisée dans certains contextes? Comment on fait avec? Et surtout, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on met à la place? Oui, là tu vas un peu vite. Quand même, je ne peux pas te dire tout de suite, tu vois, il faut laisser le temps quand même de dérouler des idées pour en arriver à ce que propose l'ingénierie relationnelle, en fait, en termes d'outils, particulièrement dans le management, mais pas que dans l'entreprise, ça peut être aussi dans les familles, entre les personnes, en fait, tout simplement. Et même ne serait-ce que d'une personne vis-à-vis d'elle-même. Parce que, tu vois, maintenant que j'ai dit ça par rapport à la bienveillance, je peux aussi dire qu'il y a des contextes où la bienveillance a tout son sens. Par exemple, et d'ailleurs on ne se pose même pas la question de est-ce qu'on est bienveillant ou pas, tellement on l'est naturellement. Par exemple vis-à-vis de nos enfants. Oui, nos enfants, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'attention, de vigilance,
d'assistance, ils ont besoin d'observation. Je dirais que tant qu'ils n'ont pas la maturité pour réfléchir par eux-mêmes, nous avons à les accompagner, à faire des choix pour eux. Et puis ça va être aussi le cas des personnes les plus fragiles qui vont avoir besoin aussi d'être protégées et elles vont avoir besoin de notre bienveillance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, on choisisse pour elles la meilleure solution, la solution qu'on juge être la meilleure pour elles, parce qu'elles n'en sont plus en capacité de pouvoir le faire. Voilà, c'est important de pouvoir faire le point par rapport à ça. Donc, c'est pas mettre la bienveillance à la poubelle, ça nous serait impossible. En fait, tant c'est une attitude naturelle que l'on peut avoir. Mais en faire un outil dans le management, par exemple, alors ça, c'est une erreur de la pensée. Et d'ailleurs, c'est tellement une erreur que, tu vois, on parle de la bienveillance dans le management depuis le début du 21e siècle. Parce que on passait d'un management très directif à on ne savait pas trop quoi exactement, mais il fallait que ce soit autrement. Parce que les personnes n'avaient plus envie d'être contraintes, n'avaient plus envie d'être soumises, avaient envie de participer aux décisions, d'être contributives, d'être collaboratives. Tu vois, donc il y a eu pas mal de qualificatifs qui sont venus se mettre derrière le management, comme le management participatif, etc. Bon, on pourra en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, la bienveillance dans le management, oui, ça peut poser des problèmes. Et moi, quand j'interviens dans des services, tu vois, dans collectivités, des entreprises privées, peu importe, là où il y a des humains, je rencontre des managers et je rencontre leurs collaborateurs. Et j'entends d'un côté les managers qui vont dire qu'ils se sentent coincés, en fait, avec cette injonction à la bienveillance, parce que plus haut, leur propre hiérarchie va leur dire il va falloir penser aux chiffres, il va falloir exiger des résultats, mais soyez bienveillants. Et de l'autre côté, il y a des salariés, des collaborateurs qui disent mais moi, en fait, j'en ai marre de cette bienveillance parce que ça ne m'apporte aucune reconnaissance. Et tu vois ça, cette histoire de reconnaissance qu'on entend partout, eh bien, ça vaut vraiment le coup de creuser. Et l'ingénierie relationnelle a beaucoup travaillé sur ce que c'est que la reconnaissance, que j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure, peut-être si on en a le temps. Et en fait, c'est pour avoir beaucoup entendu le fait que la bienveillance n'était pas du tout la bonne attitude, la bonne posture, que j'ai eu cette idée de cette thématique un peu provocatrice, tu vois, marre de la bienveillance. Ouais. Et donc, ça interpelle parce que comment on peut en avoir marre, en fait, de cette attitude ? En fait, le truc est facile à comprendre. Donc, comme je te l'ai dit, si j'applique à l'autre mon référentiel du bien, eh bien, je vais attendre de lui qu'il soit reconnaissant de ce que je fais pour lui. Tout à fait. On est d'accord ? Et s'il ne l'est pas, alors je vais passer à une autre étape. Et cette autre étape, eh bien, c'est la surveillance. Je peux donner un exemple. Dans une entreprise, il y a 12 personnes, et le directeur avait vraiment le souci du bien-être de ses salariés. Donc, évidemment, comme ils sont 12, ils se connaissent tous bien. Et il est à la mode. Tu vois, il a fait venir un coach qui les a formés à l'écoute active. Donc, tous, ils savent ce que c'est que l'empathie. Ils ont à leur disposition des e-learning sur des thématiques de développement personnel. La bienveillance, ils connaissent. Pourtant, à un moment donné, il y a eu des tensions. Et des tensions qui se sont aggravées au point, en fait, que le dirigeant s'est dit, il faut que je fasse appel à un tiers. Et donc, c'est comme ça que je suis intervenue. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce différend, mais tu vois, il y avait 2 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu es intervenu pour faire de la résolution de conflits. Exactement. Ce qu'il a mis en place, le directeur, finalement, ça aboutit à un conflit entre 2 ou plusieurs employés. Alors, tu vas voir que c'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, les outils qu'ils avaient à leur disposition n'étaient pas pertinents pour leur permettre de sortir d'une situation. Je te la contextualise rapidement. Il y a 2 personnes, on va dire Marie et Paul. Donc, il y a Marie qui travaille avec Paul depuis des années. Ils s'entendent bien, ils collaborent sur des dossiers. Ils parlent, tu vois, quand on s'entend bien comme ça dans un petit bureau, ils parlent de leur vie personnelle. Et à un moment donné, Paul a dit à Marie que dans son couple, ça ne va pas très fort. Bon. Et Marie voit que Paul ne va pas très bien. Et elle se dit qu'elle va l'aider parce que si elle avait été à sa place, elle aurait bien aimé qu'on l'aide aussi. Et donc, sans rien dire à Paul, elle va prendre en charge certains dossiers et les traiter. Tu vois, a priori, c'est sympathique. En fait, elle va alléger sa charge de travail. Exactement. Parce que c'est sa manière à elle d'apporter discrètement son soutien à Paul.
c'est sa manière à elle d'être bienveillante, c'est-à-dire de veiller au bien de Paul. Sauf que lors des commissions qui permettent de valider les dossiers, le chef d'entreprise a posé des questions sur certains dossiers et en fait il se rend compte que Paul ne les connaît pas, ces dossiers. Et je te dirais pour cause, puisque c'est pas lui qui les a traités et Marie ne fait pas partie de cette commission. Donc elle ne peut pas répondre pour Paul, elle n'est pas là pour répondre pour Paul. Donc Paul en fait se fait remonter les bretelles par son patron et lui, si tu veux, d'abord il n'est pas content et il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il ne fait pas le lien entre son histoire personnelle, ce qu'il a raconté à Marie, et le fait que Marie a pu apporter une aide mutique. Tu vois le contexte un peu ? Mais il va le comprendre quand un soir il part après Marie et il voit sur son bureau 2 de ses dossiers. Alors là, il est stupéfait. Et il envoie un texto à Marie, un texto plutôt virulent, en lui disant qu'il a compris son petit jeu, que si c'est sa manière à elle de se faire bien voir par le patron, eh ben c'est gagné. Voilà, donc il est vraiment pas content. Et si tu veux, pour Marie, c'est la descente. Parce qu'elle ne comprend pas comment il peut être aussi égocentré, comment il ne comprend pas ce qu'elle a voulu mettre en place pour lui, et elle se dit même qu'elle comprend mieux pourquoi sa femme veut le quitter. À partir de là, si tu veux, ça va être la guerre, en fait, entre eux. C'est-à-dire que chacun soupçonne l'autre de vouloir lui nuire, et puis ça a des retentissements dans l'entreprise. Tu parles 12 personnes, c'est comme une traînée de poudre, quoi. Donc il y a les camps qui vont se former, il y a ceux qui soutiennent Paul, alors que d'autres soutiennent Marie. Je dirais que là, on est passé de la bienveillance à la surveillance, tu vois, le chemin. Oui. C'est-à-dire que chacun surveille l'autre, et puis même tu as un camp qui surveille l'autre, et ça va aller même jusqu'à la malveillance, puisqu'il y a des histoires de pneus crevés et de carrosseries rayées sur le... c'est à Lyon, quand même. Oui, voilà, sur le parking de la société en question. Pourtant, tu vois, l'intention de Marie était clairement tournée vers le bien-être de Paul. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Mais en fait, Marie, elle a oublié une chose. T'as idée de ce qu'elle peut avoir oublié ? C'est que Paul lui a rien demandé. Alors en effet, Paul lui a rien demandé et elle a oublié de communiquer en fait avec lui, de mettre en commun avec lui, lui demander de quoi il a besoin. Parce que peut-être qu'il n'a besoin de rien d'autre que d'avoir une oreille. En fait, c'est le souci avec la bienveillance, parce qu'on oublie que l'autre est différent de nous et qu'on ne peut pas penser que ce qui est bon pour nous va être bon pour les autres. Peut-être que Marie aurait aimé recevoir cette aide discrète. Mais Paul, lui, en fait, il s'en est trouvé bien embarrassé, puisque, ne le sachant pas, eh bien, il a pensé que Marie, en fait, avait des plans. Tu vois, il lui a prêté des intentions que, tu as bien compris, Marie n'avait pas du tout. Mais en fait, ça veut dire que la bienveillance en soi, c'est pas un mauvais recours, mais c'est tellement hasardeux. C'est-à-dire que ça aurait pu fonctionner pour Paul et Marie. Oui. Paul le prend autrement, finalement ça se passe bien, c'est top. Oui. Mais là, il le prend mal. En fait, le risque est grand que la stratégie ne fonctionne pas. Exactement. Alors que si elle avait communiqué dès le début, elle aurait pu avoir le retour direct de Paul sur « ben oui, aide-moi pour ceci » ou « non, ne m'aide pas pour cela ». Tout à fait. Ça s'appelle la clarification des attentes, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a un jeu de hasard. On a peut-être les mêmes valeurs, ou tout simplement, je vais être dans un moment où je vais comprendre, ou dans un moment où j'ai un émotionnel négatif fort et que je suis plus tournée vers moi que vers l'intention que tu as pu avoir. Donc tu vois, c'est peut-être déjà revoir cet adage, ce fameux ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, qui, je l'ai dit, est dans la bienveillance, et peut-être dire ne fais pas à l'autre, parce que tu vois, rien que le fait de dire ne fais pas aux autres, c'est comme si tout le monde était pareil. Donc ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aimerait pas que tu lui fasses. Ou alors, je fais à l'autre ce qu'il aimerait que je lui fasse. Parce que tu peux même pas dire je fais à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Parce que toi, tu vas peut-être aimer que moi je fasse quelque chose, mais que une autre personne fasse la même chose que moi, ça va pas te plaire. Tu vois ? Donc il faut vraiment être très précis. Parce que là, on est dans une interaction où l'altérité a vraiment toute sa place. Ce serait déjà effectivement revoir cet adage et puis mettre dans les organisations, mettre dans le management des outils, des recours qui soient véritablement productifs.
et pas contre-productif comme peut l'être la bienveillance. Tu vois, dans l'exemple que je viens de te donner, en fait, il n'y avait pas de lien hiérarchique. Hein. Mais ces situations existent aussi dans le management où ce sont des N+1 qui vont penser que telle chose est bonne pour eux, donc forcément bonne pour les autres. Tu vois, là aussi, ça me fait penser à une histoire que m'a racontée un chef d'entreprise dans un cadre tout à fait informel, et je raconte cette histoire avec son autorisation. Il avait 8 hommes dans sa structure. On est dans une société de transport. Et donc, il a 8 gars, 8 bonhommes, comme il dit. Donc, arrive, tu sais, la période de la QVT, la qualité de vie au travail, bon, maintenant la QVCT. Et ce chef d'entreprise s'intéresse de près à ce dispositif parce qu'il voit que ça amène un mieux vivre ensemble dans les organisations. Et lui, il se dit, tiens, mais comment je pourrais faire plaisir à mes gars ? Donc, il réfléchit avec lui-même et il se dit, un baby-foot. Parce que ce sont des mecs, et que forcément les mecs, ça aime le baby-foot. Donc l'idée lui plaît, il voit déjà avec plaisir, il me raconte ça, il voit déjà ces gars en train de s'éclater sur le baby-foot et il l'achète. Alors ça a son prix, hein, mais qu'importe, ça lui fait plaisir de faire plaisir. Donc il est livré un samedi matin, il passe du temps avec sa femme à aménager la salle de repos, tu sais, ils ont une salle de repos où ils peuvent aller boire le café, etc., se détendre. Donc ils aménagent la salle de repos pour que ce soit sympa, et au beau milieu de la salle de repos trône le baby-foot. Et le lundi matin, ces gars débarquent et découvrent le baby-foot. Ouais, merci patron, c'est sympa, voilà. Et ils jouent ensemble. Et 15 jours après, me raconte ce chef d'entreprise, le baby-foot a été poussé dans un coin. Et quelques temps après, les cartons ont commencé à s'empiler dessus. Plus personne ne joue au baby-foot. Plus personne ne jouait. Et il m'a dit en fait qu'il a mis du temps à encaisser ce coup-là, tu vois. C'est le jour où il a fallu faire de la passe qu'ils ont décidé d'enlever le baby-foot. Et c'est à ce moment-là que les gars lui ont dit en fait que eux, pendant leur temps de repos, ils n'avaient qu'une envie, c'était de se reposer. Tu vois. Et ça, il m'a dit vraiment, ça m'a servi de leçon. Et désormais, quand j'ai de bonnes idées comme celle-ci, j'en parle avec eux avant. Tu vois. Voilà, c'est des exemples comme ça, il y en a plein dans les entreprises, dans les services, et mon propos n'est sûrement pas de taper sur le dos des managers ou des personnes qui subissent cette injonction à la bienveillance. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est à la mode. On a connu, je l'ai dit tout à l'heure, le management directif, participatif, délégatif, persuasif. Et maintenant, tu vois, alors là, c'est la bienveillance, mais on parle aussi de management agile, de management libéré. Ce sont des modes, en fait, qui traversent l'entreprise, mais les revendications, elles, restent toujours les mêmes. C'est-à-dire, les personnes veulent être reconnues. Reconnues dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles disent. Elles veulent être reconnues. Et cette bienveillance ne permet pas aux personnes de se sentir reconnues. Alors, tu me diras... Mais pourquoi pas cette reconnaissance? Voilà. Exactement. J'ai envie de dire que c'est la question qui brûle les lèvres. Oui, exactement.